Le porc dont la société occidentale maîtrise l'élevage qui fournit à l'homme ses valves cardiaques depuis 30 ans semble être un donneur potentiel plus approprié, proche de l'homme par sa physiologie et son anatomie. Ses portées sont nombreuses et il atteint une taille adéquate à 6 mois. Quel animal est le plus adapté pour une xénogreffe? Le singe. Le primate serait probablement une possibilité pour la xénogreffe, mais cette espèce animale est protégée et représente une source incontrôlable de transmission de virus à l'homme. Les scientifiques étudient plusieurs solutions, telles que réaliser des porcs transgéniques afin de réduire les risques de contamination, et d'autre part en cherchant de nouveaux moyens immunosuppresseurs pour maîtriser le rejet hyperaigu qui dépend essentiellement des anticorps préformés et du complément. Chez le porc, d'après les scientifiques, le porc serait plus proche psychologiquement ainsi que génétiquement de l'humain. Il est l'un des meilleurs animaux donneurs d'organes pour l'homme en raison de sa disponibilité due à un élevage intensif. Ainsi, le porc est privilégié dans ses recherches car il a un pancréas de taille suffisante et un insuline assez proche de l'insuline humaine. On pourrait alors greffer des pancréas de porc sur un humain afin d'augmenter la possibilité biologique entre l'animal et l'humain. Les scientifiques ont créé des porcs hybrides. Ploufrancran en Bretagne maîtrise déjà ce type d'élevage, ainsi que la société britannique Imutran, qui produit depuis 2 ans des porcs transgéniques malgré une hygiène la plus rigoureuse possible. L'organisme ne peut éliminer les rétrovirus qui sont intégrés dans le patrimoine génétique, élabore donc des méthodes d'analyse pour détecter des rétrovirus inconnus. La science médicale trouve chez ces 2 espèces une parenté jamais soupçonnée par le commun des mortels. Il a fallu que la xénogreffe montre par ses expériences chirurgicales la possible prouesse de transplanter des organes d'animaux sur des sujets humains. En effet, la xénotransplantation montre que le singe et le cochon possèdent des organes semblables aux organes de l'homme, disant qu'ils sont très proches et deviennent compatibles avec l'aide de médicaments dits immunosuppresseurs, réduisant la réaction de rejet. Comment les incubateurs seront utilisés pour la transplantation? Smithfield Food, le plus grand producteur de porc au monde, la société a annoncé le 12 avril qu'elle prévoit d'explorer la possibilité d'utiliser ces porcs à des fins médicales, y compris des tissus et des organes en croissance qui peuvent être transplantés chez les humains. Ces scientifiques récentes et des technologies de pointe telles que des outils d'édition de gènes rendent la possibilité plus probable. Pour utiliser des pièces de porc, comme des cœurs ou des poumons, pour les transplantations humaines, les scientifiques doivent modifier certains gènes pour rendre les organes viables. En avril, Smithfield a rejoint un consortium public-privé d'ingénierie tissulaire, financé par une subvention de $80 millions du ministère de la Défense des États-Unis. Smithfield a également lancé une unité distincte, Smithfield Biosciences, pour superviser ses projets médicaux. La plupart des matériaux de porc que Smithfield vend sont utilisés pour fabriquer des ingrédients dans des médicaments qui traitent des affections telles que l'indigestion et l'hypothyroïdie. Par exemple, la société fournit des muqueuses, une membrane intestinale de porc, aux entreprises de soins de santé pour créer de l'héparine, un diluant sanguin qui empêche la coagulation dans des chirurgies. Les parties n'ont pas encore été utilisées pour développer des cellules humaines. Alors que Smithfield est l'une des plus grandes sociétés qui s'aventure dans des transplantations de porcs et humains, ce n'est pas seul. Le démarrage biotechnologique est Genesi, qui a permis d'amasser $38 millions en mars, utilise un outil d'édition de gènes permettant de rendre les organes de porc viables pour les transplantations.
Mais voilà qui pourrait aussi sauver des vies dans le futur. Les cochons. Vétérinaire à l'université de Munich, Eckhard Thein prend soin d'eux jusqu'au moment où ils devront donner leur cœur. L'idée de son groupe de recherche est la xénotransplantation. Des animaux clonés porteurs de gènes humains, élevés pour produire des organes de remplacement. Dans cette expérience, l'unique moment de stress pour l'animal est la toute première piqûre. On lui pose une canule pour l'anesthésie et il est traité ensuite comme un patient sous anesthésie générale. Il ne sent rien de ce qu'on lui fait. Plusieurs millions de cochons finissent chaque année en rôti. Pourquoi ne pas en élever quelques milliers pour leurs organes ? Une xénotransplantation réussie serait la solution idéale pour combler l'énorme manque d'organes à greffer qui touche l'Allemagne comme le reste du monde. Chaque jour, plusieurs milliers de malades meurent faute de dons. Bénéficier de cette technologie serait une option pour maîtriser ce problème à condition qu'elle soit fiable. Le prélèvement ne va plus tarder. Dans quelques minutes, le cochon aura rempli son rôle. On pourra alors vérifier si la manipulation génétique du cœur a fonctionné. Eckhard Thein ouvre le thorax de l'animal. Le cœur pèse environ 100 grammes, comme le cœur d'un enfant de 3 ans. Bien sûr, un cœur de cochon n'est pas identique à un cœur humain. Il y a des différences anatomiques, mais elles ne sont pas si importantes et doivent pouvoir être compensées. On peut donc déduire qu'un tel cœur serait parfaitement capable d'assurer la circulation sanguine d'un être humain. Mais à l'évidence, le corps humain a un problème de taille avec les organes d'origine animale. Le problème est qu'en implantant un organe étranger dans un corps humain, nous y introduisons une grande quantité de substances inconnues. Il se trouve que l'organisme a pour obligation naturelle d'identifier les corps étrangers et de les rejeter. Il le fait grâce à différents systèmes de défense, dont l'un est le système dit du complément, associant des structures antigéniques aux anticorps que nous portons tous en nous et qui finissent par détruire les antigènes étrangers. La tentative de créer des animaux génétiquement modifiés et la transplantation à l'homme de leurs organes revient à essayer de couvrir les vaisseaux des organes animaux d'antigènes humains. Ils doivent, comme on dit, exprimer des protéines humaines qui vont freiner les réactions de défense, soit de rejet chez le receveur. Les essais sur l'homme font courir un risque vital. Cette fois, le receveur de ce cœur de cochon sera un autre cochon. Mais pour Eckhard Thein et son équipe, il s'agit d'étudier les réactions de rejet et la tolérance de l'organisme receveur. Si ces éléments peuvent être maîtrisés, ces quelques centaines de cochons pourraient devenir des milliers, même si les protecteurs des animaux protestent déjà. Il y a des gens qui se préoccupent des conditions de vie des cochons. Ils se demandent s'il est légitime d'instrumentaliser ainsi des animaux qui doivent être élevés dans des conditions libres de germes pathogènes, donc relativement stériles. Peut-on vraiment permettre ces expériences ? Je pars toujours du principe que si nous sommes capables, en Allemagne, de, pardonnez-moi l'expression, trucider 50 à 60 millions de cochons seulement pour les manger, alors on devrait pouvoir en élever quelques milliers, de manière à ensuite les anesthésier et à prélever leurs organes afin de réaliser des xénotransplantations. Des sociétés de biotechnologie ont développé des lignées de porcs transgéniques humanisées, en parenthèse. C'est le cas de la firme britannique Immutron, qui dispose d'animaux exprimant le gène humain CD55, et de la société américaine Alexandre Pharmaceutical, dont les porcs possèdent des gènes humains CD59. Des expériences de xénogreffe de porcs sur des singes ont démontré la validité de la méthode.
porc est notre cousin. Nous avons 95% d'ADN en commun. Dans son excellent livre « Le cochon, histoire d'un cousin mal aimé », l'historien Michel Pastoureau explique comment des chercheurs canadiens ont transplanté un embryon humain dans l'utérus d'une cochonne. Ils voulaient opérer la mère biologique, l'humaine, sans endommager le futur bébé. La taille du foie des porcs est très proche de celle des humains. Donc, si on est capable de décellulariser et de mettre à la place des cellules humaines, alors on pourrait résoudre cette pénurie d'organes pour les patients atteints de maladies du foie ou pour des patients qui ont besoin d'un rein. Les chercheurs veulent voir s'ils peuvent rendre les foies des cochons viables pour les gens. Ils commencent avec des foies de porcelet qu'ils lavent. C'est une étape de décellularisation. Les cellules de porc sont éliminées tout en préservant une sous-couche qui sera ensemencée par des cellules humaines de foie. Ces cellules savent déjà ce qu'il faut faire. Une cellule de bronche sait déjà ce qu'est une bronche. Elle va créer une cellule de bronche pour ce patient qui ne sera pas rejeté. La transgénèse cherche à humaniser des organes de porc ou de singes transgéniques. Cette tendance de recherche opère dans le sens de l'humanisation des organes d'animaux. La transgénèse essaie dans une large proportion à transplanter l'organe animal dans le corps humain. Au laboratoire, les chercheurs substituent des cellules pour rendre l'organe animal compatible et adaptable au corps humain. Les praticiens de la biochirurgie quêtent dans cette voie afin d'éliminer les phénomènes de rejet. Comment neutraliser le système immunitaire pour que le nouvel organe hôte soit agréé honorablement. En fait, la création d'organes transgéniques n'est autre qu'un organisme génétiquement modifié, un OGM. La science en ce domaine cherche à faire de cet OGM, en particulier, des lignées d'organes humanisés. Cet effort que déploie la science pour rendre le sujet humain plus ou moins viable rappelle pour peu soit-elle la révélation coranique, et en prenant le raisonnement à l'inverse, le Coran rappelle dans son récit transcendantal qu'une lignée humaine a été dénaturée pour devenir des lignées du bestiaire. Or, le Coran rappelle également que l'omniscient n'aime pas ceux qui modifient la création telle établie, mais l'omniscient encourage le recours à la science. Autrement dit, l'omniscient n'aime pas les pratiques génétiques qui généralisent les OGM. La connaissance en ce domaine reste permise, mais ensemencer dans la nature les OGM reste proscrite. Le texte coranique suppose que l'OGM peut produire des effets dévastateurs ou à perturbation. En effet, lorsque l'omniscient a courroucé les membres récalcitrants de la région des lattes, tout leur organisme a été génétiquement modifié. L'omniscient dit « Il n'y a pas pire prison pour un être supérieur de se retrouver prisonnier dans une posture à laquelle il n'était pas voué. » Que cette tierce communauté soit désavouée par le Très-Haut n'est pas un récit nouveau. D'autres générations l'ont précédé ont été désavouées, mais ce qui est nouveau par ce récit, c'est que ce groupe social soit l'unique cas d'être supérieur ayant été transformé ou transmuté. Il demeure un épisode nouveau dans les récits des admonestations. Une question trotte dans l'esprit du religieux et essaie de comprendre le degré de gravité de cette admonestation et il s'interroge. Pourquoi l'omniscient a régressé en classification ces êtres humains dans l'ordre de deux espèces spécifiées, à savoir le singe et le porc? Pourquoi ne les a-t-il pas transformés en souris, en serpents ou en cafards? On n'en doute pas de l'omniscient ni de son omnipotence, il aurait pu les réduire pour moindre encore. Rien n'est impossible à Dieu, cependant l'omniscient agit toujours avec mesure et exactitude, même sa colère est articulée savamment. Cette reclassification de l'être humain en espèce animale concède aux hommes de science la connaissance de quelques brimes de modalités de passage, des groupes de lignées d'espèces. Elle introduit une sorte de lignage cladistique, des caractères fondés sur des traits en commun. L'homme, retransformé en singe ou en porc, consigne en dépit de l'admonestation des caractères phylogénétiques. Ce récit de l'involution remet en cause, en effet, un certain nombre de théories de la paléobiologie. Cette histoire atypique montre une involution instantanée, autrement dit, deux générations d'espèces rangées différemment dans l'ordre de classement surgissent spontanément. Cet exemple montre également que les lignées d'espèces ne peuvent pas produire de descendance fertile. Toutefois, la théorie de la génération spontanée est à reconsidérer et peut devenir une notion fondamentale si on lui intronise la classification d'espèces. En effet, lorsque l'omniscient a régressé en classification ces êtres humains dans l'ordre de deux espèces spécifiées, à savoir le singe et le porc, pourquoi ne les a-t-il pas transformés en souris, en serpents ou en cafards?
Lorsqu'on étudie de près le comportement de ces animaux et particulièrement leur régime alimentaire, on constate que le singe et le porc sont des animaux omnivores. L'homme aussi a une alimentation omnivore, cependant il ne fait pas de son rangement un trait commun en tout. Il possède des caractères, en plus, qui lui permettent de faire de son outil culinaire un art culinaire et régimentaire. La culture culinaire le différencie des autres omnivores. Dans le parc animalier, le régime d'un singe en captivité est assez varié et parfois fantaisiste. Très gourmand en effet, il ne refuse aucune des friandises qu'on lui lance à travers les barreaux de sa cage. En liberté, il se nourrit des fruits variés, de grains, de plantes, mais il ne dédaigne pas les œufs et les oiseaux ou les insectes comme les fourmis. Le porc domestique mange beaucoup et de tout. Son groin est toujours flanqué dans la boue. Il mange des vers, des fruits, des céréales. Ensemble, ces deux espèces mangent sans jamais s'arrêter. Ils n'ont pas de limite. Lorsqu'on s'interroge sur le devenir de cette partie de la population maritime, l'on ne peut ne pas marquer une pause devant le sort terrible qui frappa cette population d'Eilat. Une punition qui n'eut jamais d'exemple dans les générations précédentes. Leur histoire s'apparente aux espèces radiolaires, des espèces qui surgissent et d'autres disparaissent au cours de l'évolution de la Terre, mais là, on est en présence des êtres supérieurs qui ont subi des transformations involutives. Le récit coranique évoque un récit social épiphénoménique, une transgression culturelle ou religieuse a pénalisé une population à une régression morphologique. L'homo culturiste, ou plus précisément l'homo spiritualis, n'a pas veillé aux valeurs culturelles et spirituelles. Ce sont des caractères intrinsèques qui font de l'homme statutairement le possesseur de l'intérimat. Cet intérimaire sur Terre a perdu ses galants d'être supérieurs pour rejoindre le règne du parc animalier. Si l'homme est rangé par son anatomie physique et alimentaire parmi les genres omnivores, la culture les héros et le range parmi les spiritualistes lorsque l'homme abandonne ses nourritures terrestres au profit d'une abstinence volontaire obéissant à l'ordre de la spiritualité. Et justement, cette population ne savait pas faire abstinence d'une journée de travail. Une communauté de pêcheurs qui ne savaient s'abstenir de pêcher le jour du sabbat. Une punition, dira-t-on, trop grande pour une simple sortie en mer, mais cette population, à l'instar des autres, a reçu des commandements divins. Dans les commandements de Moïse, Dieu avait prescrit cette loi. N'oublie jamais de me consacrer le jour du sabbat. Tu as 6 jours pour travailler et faire de ton ouvrage. Le 7e jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni tes enfants, ni tes serviteurs ou servantes, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Commençons à penser en semaine. Oui, mais comment allons-nous penser en semaine? L'Éternel a créé le ciel et la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Nous allons suivre l'Éternel. Nous appellerons le 7e jour le sabbat. Et ce jour-là, nous devrons nous reposer. Penser à l'Éternel et puiser de nouvelles forces dans l'Éternel. Cela deviendra la loi. Ça deviendra la loi et ceux qui enfreindront la loi seront punis. Tu me dis? De quelle manière? Nous en discuterons plus tard. C'est déjà bien assez de parler du mécontentement de l'Éternel. Et croyez-moi, le jour viendra où cela nous semblera une punition suffisante.